messieurs, bonjour à tous. Je vous propose d'attendre quelques minutes pour assurer la plupart des connexions et on va pouvoir démarrer notre cinquième webinaire ou aménagement urbanisme. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cinquième webinaire sur la gestion des eaux pluviales, donc dans le cadre du cycle des vendredis de l'eau, de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce matin, du coup, nous continuons notre cycle. Donc, vous avez à l'écran les différentes thématiques qui ont été traitées. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à la cinquième édition sur les eaux pluviales. Il nous restera deux séquences sur la biodiversité le 11 avril et sur la qualité des eaux le 16 mai. Je vous rappelle le formulaire de satisfaction qui est toujours en ligne et même vous pouvez poser des questions et nous contacter si vous vouliez aller plus avant sur les thématiques qui seront développées par les intervenants. Ce matin, nous accueillons avec plaisir Monsieur le député David Topiak qui va nous présenter les conclusions de la mission d'information sur l'adaptation de la politique de l'eau aux défis climatiques, donc avec la vision globale au niveau national. Ensuite, progressivement, nous ferons un zoom avec Madame Fayet du CEREMA qui nous parlera du cadre réglementaire et des bonnes pratiques. Et puis, nous terminerons ce webinaire ce matin avec Monsieur Jean-Yves Puyot qui est architecte urbaniste, pardon, et qui nous présentera l'écoquartier de Saint-Clar et la gestion des eaux pluviales. Pour ce webinaire, vous avez la possibilité d'inscrire vos questions directement dans le chat, donc par l'interface questions-réponses, et ensuite les questions sont traitées et mises en ligne sur le site internet du Sage Vallée de la Garonne. Sans plus attendre pour entrer dans le vif du sujet, monsieur le député, je vous passe la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre sollicitation sur ce webinaire qui s'inscrit donc, j'ai compris, dans un cadre plus large de sensibilisation des acteurs du territoire au défi de l'eau. Donc je me présente rapidement, David Topiak, je suis député de la deuxième circonscription du Gers, membre du groupe Lyot, et je siège à l'Assemblée nationale au sein de la commission développement durable et aménagement du territoire. Et dans le cadre de cette commission, j'ai été amené en 2023 à intégrer donc une mission d'information qui visait à adapter la politique de l'eau aux défis climatiques. Et je vais amener une petite correction, je n'étais pas rapporteur exactement, mais j'étais coprésident de cette mission. Les présidents, coprésidents et les co-rapporteurs, voilà, nous avons mené les auditions de manière collégiale et on a participé activement les uns les autres à la rédaction de ce rapport qui a été présenté en début d'année 2024 et qui a fait l'objet de nombreuses auditions pendant plus de 6 mois, pratiquement 9 mois sur l'année 2023. L'objectif de cette mission, c'était effectivement d'auditionner très largement l'ensemble des acteurs de l'eau et de tous les usages de l'eau, d'identifier les enjeux et de définir des propositions. Donc, ce sont 82 propositions qui ont été définies dans ce rapport qui a vocation désormais à impulser des projets de loi de la part du gouvernement ou des propositions de loi des députés. Nous travaillons avec quelques députés sur des propositions de loi qui pourraient reprendre certains éléments de ce rapport, sachant que si vous connaissez la mécanique législative, les propositions de loi portées par les députés ont un format plus réduit
il nous sera compliqué de porter les 82 propositions à la fois. Donc, nous travaillons par thématique pour essayer de faire avancer le sujet. Donc, j'ai travaillé sur ce rapport avec Anne-Cécile Violent, qui était coprésidente, députée de l'Haute-Savoie, et puis deux co-rapporteurs, Vincent Descoeur, député du Cantal, et Yannick Horry, député de la Loire-Atlantique. Euh, le rapport il est parti d'un constat, tout d'abord d'une évolution de la ressource en eau en France qui était assez préoccupante, avec un constat alarmant, hein. La baisse importante de la disponibilité de la ressource en eau, un fort impact sur la biodiversité, puis le poids de l'action humaine sur la ressource, en termes qualitatifs, puis en termes quantitatifs également, en termes d'usage et de priorisation des usages. Voilà. Les conséquences aussi, hein, de cette situation qui sont importantes pour notre société, avec des risques climatiques qui sont de plus en plus impactants pour l'économie. Moi qui suis du Gers, vous donner des exemples de l'impact du changement climatique sur notre viticulture, impactée depuis 4 ans, avec des dégâts catastrophiques. Euh, Évidemment, la nécessité de cette adaptation de stocker de l'eau aussi et de partager ces eaux avec des stockages multi-usages pour accompagner des problématiques liées à l'agriculture, mais des problématiques liées aussi à la recharge des cours d'eau. Et puis, évidemment, la gestion de l'eau et la gouvernance pour éviter des conflits d'usage. Voilà. Et puis des enjeux de santé publique qui sont particulièrement criants. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais nous avons voté dernièrement un texte de loi, proposition de loi que j'avais portée moi-même en 2023, qui était repris par un collègue écologiste Nicolas Thierry de la Gironde, qui concernait la limitation des PFAS, les polluants éternels, qui sont un enjeu important sur la qualité de l'eau. Ce rapport s'articule autour de 3 grands axes. Tout d'abord, il y a un premier chapitre qui concerne la préservation de la ressource en eau. Le deuxième concerne l'adaptation des politiques de l'eau aux effets du changement climatique. Et la troisième, c'est qui concerne le renforcement de la gouvernance et le financement des politiques de l'eau. Voilà donc les 3 grands axes qui ont regroupé les 82 propositions. On va faire un zoom plus particulier sur ce qui vous intéresse ce matin, c'est-à-dire le ruissellement et les eaux pluviales et quels sont les enjeux pour nos territoires. Donc, dans ce rapport, on a identifié plusieurs enjeux. Le premier, c'est effectivement la nécessaire désimperméabilisation des sols dans le cadre de l'urbanisation de nos territoires. Donc, aujourd'hui, cette désimperméabilisation répond à différents enjeux. Le premier des enjeux, c'est de limiter avec des règlements climatiques qui amènent de fortes intempéries, beaucoup plus localisées et plus restreintes dans le temps. Et on a une pluviométrie à peu près équivalente, plus ou moins équivalente, mais avec des épisodes plus importants et plus resserrés, donc ce qui amène des difficultés particulières. Donc, premier enjeu de la désimperméabilisation, c'est de faire en sorte qu'on évite des effets dommageables dans le cadre de la prévention du risque inondation. Nous savons aujourd'hui, dans des communes qui sont sensibles à ce risque, que ces nouveaux épisodes assez intenses ne permettent pas au réseau pluvial existant d'absorber ces épisodes orageux importants et qu'on se retrouve rapidement à avoir du ruissellement en surface et parfois des inondations dans des habitations. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la désimperméabilisation, c'est la gestion aussi de cet excès d'eau qui tombe de manière assez violente et sa gestion pour que nous puissions éviter et limiter le sujet de l'inondation. Le deuxième point qui est intimement lié évidemment, la désimperméabilisation, c'est permettre aussi à l'eau de garder son circuit naturel et permettre la recharge des nappes phréatiques. On sait que l'enjeu de la recharge des nappes phréatiques est déterminant dans cette adaptation au changement climatique. Le stockage de l'eau dans les nappes, c'est de l'eau qui vient recharger les nappes et qui ne s'évapore pas non plus. Donc, on a un potentiel important de stockage dans les nappes qu'on doit préserver, renforcer, et la désimperméabilisation a cet objectif-là aussi. Voilà. Donc, autour de ces deux objectifs, nous avons 2 enjeux, on va dire,
du risque d'inondation et de la recherche des nappes phréatiques, nous avons essayé d'évaluer quelles actions nous pouvions mener dans le cadre législatif pour inciter les communes ou pour les obliger. On parle communes, on va parler d'aménageurs au sens plus large. Les communes peuvent être aménageurs, mais on peut avoir des aménageurs privés. Comment les amener, les obliger à avoir des objectifs de désimperméabilisation importants. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs sujets. Le premier, c'est de systématiser les cartographies des zones favorables et défavorables à l'infiltration des eaux pluviales dans les zones urbaines et de calculer un indice d'infiltration de ces zones. Et on avait notamment auditionné le BRGM, qui peut amener une expertise tout à fait déterminante dans la gestion de cette cartographie. Il y a la nécessité, évidemment, aussi d'amener un volet réglementaire. Et le volet réglementaire, vous le savez, ce sont les documents d'urbanisme. Donc, il y aurait une ambition de mettre en place un règlement des eaux pluviales. Certains territoires le font ici ou là. On prendra l'exemple tout à l'heure de Saint-Clar. Et Jean-Yves Puyot présentera ce qui a été fait. Dossier que je connais un petit peu puisque j'étais maire de Saint-Clar et que j'ai travaillé avec Jean-Yves Puyot à l'époque. Et j'ai plaisir à le retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, c'est un règlement de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, hein, donc qu'on définisse des enjeux et que ça devienne obligatoire. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui sont définies de manière volontaire dans certains PLU ou PLUI. L'objectif, c'est que demain, ça devienne obligatoire et de favoriser donc l'infiltration. Je pense que là aussi, les études réalisées par le BRGM sur la capacité d'infiltration des différents sols sera déterminante pour qu'on puisse donner aussi des règlements qui soient adaptés à chaque territoire. Je fais partie d'un groupe décentralisateur dans les politiques publiques, donc on souhaite légiférer, mais légiférer sans aller au bout du bout et laisser la main au territoire aussi pour adapter dans la partie réglementaire les dispositions aux spécificités des territoires. Il y a évidemment cet objectif se traduirait par un coefficient d'imperméabilisation à l'échelle de la commune, hein, à l'échelle supérieure. Donc, on parle de la parcelle, au niveau urbanisme. Après, on parlerait au niveau de la commune de définir un coefficient d'imperméabilisation à l'échelle de la commune et définir ensuite une trajectoire de ce coefficient afin d'atteindre des objectifs. Je pense qu'on devra se fixer des objectifs par territoire et que ces objectifs par territoire, le territoire qui peut être un sage, hein, puisque vous travaillez sur le sujet, qui se décline ensuite par commune avec des objectifs de désimperméabilisation et qu'ensuite ça se traduise à la parcelle. Il y a toute une logique à mettre en place, nous semble-t-il, pour qu'on puisse cadrer, impulser les enjeux de désimperméabilisation et de limitation du ruissellement. Là, on est sur le volet réglementaire. Évidemment, moi, je fais partie des parlementaires qui considèrent que la réglementation, la législation, la réglementation, la coercition, on va dire, pour amener les aménageurs à aller dans un sens, c'est une bonne chose, mais on n'assure pas de transition dans un sujet particulier, un sujet donné, sans accompagnement. Voilà, ça, c'est ma vision des choses. Donc, nous prévoyons aussi un volet accompagnement, qui serait par exemple une prime qui permettrait de financer des aménagements de désimperméabilisation et de déconnexion des eaux pluviales du réseau pour les particuliers. On reprendra certains exemples un peu plus tard dans la présentation, notamment M. Puyot. Comment, par le biais d'une prime, en favorisant la déconnexion du réseau pluvial, on amène à la gestion du pluvial à la parcelle et on évite de surcharger le réseau. Ça, c'est un enjeu important. Il nous semble que l'argent public devenant de plus en plus rare, son utilisation et la performance de son utilisation est importante. Adapter notre réseau pluvial actuel aux nouveaux enjeux du changement climatique, à ces fortes intempéries qui arrivent de manière assez violente et qui surchargent nos réseaux, qui amènent à des phénomènes d'inondation, ça n'est peut-être pas la meilleure des façons. On aurait sûrement des millions, voire des milliards d'euros à investir pour adapter notre réseau pluvial. On pense plutôt que, même si certains travaux seront nécessaires à l'échelle des collectivités et des réseaux de collecte du pluvial, il semble plus pertinent de travailler à la parcelle et d'amener chacun à prendre ses responsabilités et à faire en sorte que le pluvial soit traité à la parcelle et qu'on puisse de proche en proche, avant de relarguer le pluvial dans le réseau, qu'on ne relargue que l'excès au final que ne pourra pas absorber la parcelle ou l'aménagement d'un quartier,
On parlait tout à l'heure, il y a des aménagements aussi par zone, par quartier qui peuvent retenir le pluvial et favoriser l'infiltration. Voilà, donc on a aussi cette logique de dire que si on ne consacre pas un budget à l'aménagement du réseau public, du réseau collectif de collecte du pluvial, on pourrait le consacrer en partie à accompagner les privés sur leurs parcelles à faire ce type d'investissement, ou à des aménageurs sur les quartiers à faire cette partie d'investissement qui finalement en l'accompagnant financièrement à titre individuel ou à titre d'aménageur, on soulage aussi les nécessités d'investissement sur le réseau public. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une logique à avoir de manière assez globale. Et puis, prévoir un accompagnement financier par l'État des collectivités qui entreprennent des travaux elles-mêmes, de désimperméabilisation. On le voit aujourd'hui, il y a de nombreux chantiers qui sont engagés sur les communes pour désimperméabiliser des parkings, des cours d'école. Voilà. Donc, il y a tout un tas de politiques publiques qui ont été engagées depuis des années et qui sont accompagnées par les aides que sont les DETR, les DECIL, que sont aussi les aides des collectivités, régions, départements qui ont inclus ces critères dans leurs critères d'attribution et parfois de bonification des subventions. Donc, désimperméabilisation et déconnexion des eaux pluviales du réseau, sujet sur lequel aussi l'État et les collectivités doivent accompagner les aménageurs afin d'accélérer le mouvement. On est sur le premier volet, donc, qui était plutôt celui, effectivement, de la désimperméabilisation et limiter l'effet du ruissellement. Il y a un deuxième sujet qui est lié au pluvial, sur lequel nous avons travaillé. C'est un sujet qui concerne plutôt la réutilisation, ce qu'on appelle la réut. Comment faisons-nous en sorte, quand le ruissellement ne peut pas être évité, parce qu'il y a des endroits où le ruissellement ne pourra pas être évité et l'infiltration ne sera pas forcément possible, hein. On se fixe des objectifs dans la première partie que j'ai évoquée, qui est de désimperméabiliser au maximum et de favoriser l'infiltration pour les enjeux, voilà, de recharge de nappe phréatique et puis de limitation des inondations. Mais là où ça n'est pas possible, il faut qu'on engage aussi une vraie politique de réutilisation des zones non conventionnelles. Alors, les eaux pluviales sont un type d'eau non conventionnelle, mais il y a une capacité de valorisation du pluvial et au sens plus large des eaux non conventionnelles qui est important à mettre en œuvre. Donc, on propose dans notre rapport de définir pour chaque type d'eau non conventionnelle des usages qui seront autorisés. On comprend bien que on n'aura pas les mêmes types d'usages pour les eaux usées, pour les eaux grises, pour des eaux pluviales, et qu'on détermine en fonction de toutes ces typologies d'eau quels usages seront autorisés et parfois donc quelles nouvelles réglementations seront nécessaires. On sait que pour les eaux usées, certaines communes, nous étions allés voir un projet en Vendée, il y a un projet intéressant de réutilisation des eaux usées. Donc il y a voilà, c'est un effet levier qui peut être intéressant, mais on a aussi des normes sanitaires peut-être à renforcer, des normes à revoir pour nous adapter à ce nouvel mode de réutilisation. C'est fixer aussi un objectif de réutilisation des eaux usées traitées et non conventionnelles pour chaque collectivité compétente dans la matière d'eau de l'assainissement. Bon, vous savez d'ailleurs il y a des discussions en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la compétence de l'eau. Hein. Bon, je ne reviendrai pas dessus, avec des débats qui sont animés et sur lesquels les élus locaux sont assez attentifs. Ils attendent de savoir ce que feront les parlementaires. Donc, il y a un objectif aussi à fixer pour la réutilisation des eaux non conventionnelles, savoir, effectivement, dans un règlement d'urbanisme, on peut définir aussi la capacité de désimperméabilisation des coefficients, mais on peut définir aussi la nécessité de réutiliser les zones non conventionnelles et de définir des objectifs à l'échelle d'une parcelle aussi, et à l'échelle d'une commune. On va limiter dans un premier temps, dans un temps qu'on ne peut pas limiter, on va essayer de favoriser la réutilisation. Et puis là aussi, comme dans la première partie, c'est de favoriser l'accompagnement financier. Si on veut favoriser des projets de réutilisation, on a besoin d'accompagner aussi les projets financièrement. Aujourd'hui, les modèles économiques sur la réutilisation ne sont pas encore au rendez-vous. Il y a des investissements assez lourds. Il y a un cadre réglementaire à adapter, comme j'évoquais. Donc, on est un peu dans un principe de précaution dans le cadre de la réutilisation. On va avoir des investissements un peu lourds. Donc, nécessité d'accompagner les projets. On parle des gros projets de réutilisation, comme celui que j'évoquais à Vendée, mais aussi pour
les enjeux de réutilisation, d'inciter chacun à sa parcelle, hein, ceux qui collectent l'eau de pluie, qui la stockent, inciter à cette réutilisation. Alors, là aussi, hein, peut-être en ayant on en parlera tout à l'heure, des modèles de stockage d'eau qui sont un peu vertueux. Je pense il y aura des débats. Stocker, stocker de l'eau dans des grands containers ou autre, peut-être pas la meilleure des solutions, et peut-être du stockage naturel avec des petites noues à l'échelle des quartiers ou à l'échelle de la parcelle qui pourraient permettre, je parlais côté, je voulais dire cuve, hein, je cherchais le mot, des cuves qui pourraient permettre aussi d'avoir un stockage de surface de l'eau qui pourrait me permettre un usage pour l'arrosage des espaces verts du, du quartier, de la parcelle. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on favorise aussi cette réutilisation à l'échelle de la parcelle, de l'aménagement du quartier. Voilà en quelques mots les quelques sujets sur lesquels nous avons travaillé. On reste à un niveau qui n'est pas un niveau de détail opérationnel et réglementaire encore. Nous sommes dans une démarche législative et plutôt dans l'identification des enjeux et des objectifs qu'on pourrait se fixer dans une loi qui serait portée. Mais on a identifié ces deux grands leviers que sont ceux de l'accompagnement dans la fixation d'objectifs réglementaires et dans les accompagnements financiers à la désimperméabilisation et l'autre de la réutilisation quand la désimperméabilisation n'est pas possible et que le ruissellement reste une problématique, comment collecter et refaire de cette eau de pluie une ressource qui serait importante pour faire par ailleurs des économies d'eau sur d'autres ressources, hein, que sont la ressource d'eau potable, comme on dit parfois. Donc, on pourrait remplacer l'eau potable sur certains usages par de l'eau de réutilisation. On passe souvent, vous le savez, aux toilettes ou d'autres usages domestiques, mais des usages aussi à l'échelle d'un quartier ou d'une collectivité pour l'arrosage des espaces verts quand cela est nécessaire dans certaines périodes ou après des périodes de plantation où on a besoin de sauver le végétal et qu'on doit venir abonder avec un peu d'eau pour faire en sorte que la croissance du végétal soit sûre. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire, mais il y aura peut-être des moments de questions-réponses tout à l'heure sur lesquels je me tiendrai à votre disposition. Merci, monsieur le député, pour cette présentation très claire, hein, qui nous montre bien que c'est un sujet global et qu'il faut encourager justement les changements de pratiques. On a une question dans le chat qui nous demande si vous ne pensez pas que l'infiltration à la parcelle doit désormais être imposée. Et moi, ce que j'ai compris de votre intervention, c'est qu'on a les instruments, les SCOT et les PLU qui peuvent répondre, mais je pense que la question est peut-être plus au niveau national. Oui, mais écoutez, c'est justement l'objectif dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, c'est une possibilité. Nous, dans nos propositions, nous souhaitons en faire une obligation. C'est-à-dire que dans chaque document d'urbanisme, on sera obligé d'en faire une obligation. Voilà. Donc, de mon point de vue, cette question est tout à fait pertinente et elle fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je vous propose que on passe la parole à Madame Fayet du CEREMA qui va pouvoir nous faire un état de la réglementation et de certaines bonnes pratiques. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de prendre la main sur la présentation. Ok. Oui, donc on m'a demandé voilà, d'évoquer aujourd'hui la gestion des eaux pluviales. Donc, tout d'abord, alors, quand on parle d'eau pluviale, de quoi parle-t-on? Donc, les eaux pluviales, en fait, c'est l'eau de pluie qui est tombée au sol et qui est prise en charge par un dispositif, que ce soit un dispositif d'infiltration, de stockage, de collecte, de transport, éventuellement de traitement.
Et donc, ça, c'est avant que ces eaux ne présentent des risques pour les humains ou les milieux naturels. Par opposition au ruissellement pluvial, qui lui, donc, est l'eau de pluie qui ruisselle en surface, de façon diffuse ou concentrée, mais qui n'est pas pris en charge par un dispositif dédié. Et donc là, le ruissellement pluvial, lui, il peut constituer un risque majeur pour les biens et les personnes. Excusez-moi, un petit souci. OK. Donc, quel problème, donc quand il pleut des quantités importantes, quel problème cela peut poser en milieu urbain ou en milieu rural? Alors, en milieu urbanisé, généralement, les eaux de pluie sont collectées dans des réseaux qui sont soit séparatifs, c'est-à-dire qu'on ne contiennent que de l'eau de pluie, ou soit unitaires, c'est-à-dire de l'eau de pluie mélangée à des eaux usées. Et donc, quand il pleut beaucoup, ces réseaux deviennent saturés parce que les volumes collectés sont importants. Et donc, les réseaux débordent, donc comme vous pouvez le voir sur l'une des photos. Et donc, c'est problématique, les réseaux débordent dans les rues. Et également, le fait de concentrer les écoulements dans des collecteurs, ça concentre la pollution. Et si le réseau est unitaire, comme les volumes sont importants, ça provoque des déversements au milieu naturel sans que les eaux soient passées par la station de traitement. Donc, ça peut provoquer des déversements d'eau usée, donc certes diluée puisque mélangée avec des eaux de pluie, mais non traitées. Et donc, également provoquer de la pollution dans les milieux naturels. Donc, tout ça, c'est problématique. En fait, la gestion actuelle qu'on connaît via les réseaux est problématique. En milieu rural, donc lorsqu'il y a de fortes précipitations, donc compte tenu des pentes, ça entraîne les terres, une érosion des sols, donc une perte de terre fertile. Ça peut provoquer des coulées de boue, mais également de la pollution des rivières, puisque les écoulements transportent des matières en suspension avant d'arriver dans la rivière, et également se chargent en éléments utilisés par les agriculteurs, qui peuvent contenir des polluants de type nitrate ou pesticides. Alors, excusez-moi, mais j'arrive pas à faire défiler. Voilà, mais je ne clique pas où il faut. Donc, pardon, j'ai passé une diapo. Voilà, donc en termes de compétences, comme vous voyez sur l'illustration, les eaux pluviales, en fait, se situent à la croisée entre deux compétences, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, ce qu'on appelle la GEPU. Donc, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, cette compétence relève des métropoles, des collectivités urbaines, des communautés urbaines, des communautés d'agglos. C'est une compétence facultative des communautés de communes, c'est-à-dire que donc, la compétence est plutôt exercée par les communes, sauf si elles l'ont transférée à des communautés de communes. Donc, la collectivité compétente en gestion des eaux pluviales donc, peut organiser un service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Donc, ce service public est un service public administratif, contrairement au service public de l'assainissement qui, lui, est un service public à caractère industriel et commercial. Donc, le service public des eaux pluviales urbaines relève donc du budget général de la collectivité. Et donc, il prend en charge les eaux pluviales sur les aires urbaines, c'est-à-dire les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser dans les PLU, ou les zones dites constructibles des cartes communales. Alors, la réglementation concernant les eaux pluviales, elle est très complexe et éparpillée dans plein de domaines et plein de documents, puisque les eaux pluviales sont partout et influencées partout. Donc, comme vous le voyez sur l'illustration, en fait, donc les eaux pluviales, ça peut relever de différents domaines, le domaine des risques, le domaine de l'eau et de la biodiversité, le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.
et à différentes échelles territoriales. Donc effectivement, c'est très complexe. Et ça relève d'un certain nombre de codes, dont le code de l'environnement évidemment, mais évidemment le code de l'urbanisme et de l'aménagement pour l'aménagement, le code de la voirie également, et évidemment le code des collectivités territoriales. Donc parmi toute cette réglementation, je mentionnerai deux éléments importants, on va dire. Donc la loi sur l'eau. Donc les rejets d'eau pluviale dans les eaux superficielles, le sol ou le sous-sol, en fait, peuvent être soumis à des procédures de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Donc pour les projets à partir des projets qui sont supérieurs à 1 hectare. Il y a il y en est loi sur l'eau, une déclaration au titre de la loi sur l'eau. Également un autre texte qui est important parce que en fait les eaux pluviales sont très liées à l'assainissement. Puisque comme les eaux pluviales en ville sont très liées à l'assainissement, et comme je l'évoquais tout au début, parce que souvent les eaux pluviales sont collectées en même temps que les eaux usées. Et donc il y a un texte relatif à l'assainissement collectif, l'arrêté du 21 juillet 2015, qui pose le principe d'une gestion à la source, pour éviter justement, pour limiter les apports d'eau pluviale dans les réseaux d'eau usée. Et donc, les techniques de gestion à la source doivent être privilégiées quand elles sont réalisables d'un point de vue technique et économique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par gestion à la source? Donc, quand on fait une gestion des eaux pluviales avec gestion à la source, gestion à la parcelle, donc c'est ce qu'on appelle la gestion durable des eaux pluviales ou la gestion intégrée des eaux pluviales. Vous entendrez ces deux termes-là, hein. Gestion intégrée des eaux pluviales, c'est la JEP, et sinon gestion durable, c'est la GDEP. Donc le principe de cette gestion durable, c'est de rester le plus proche possible du cycle naturel de l'eau. Donc pour ça, il faut éviter de concentrer les eaux pluviales, c'est-à-dire faire tout le contraire de ce qu'on fait finalement dans le cadre de la gestion par collecteur. Donc ne pas concentrer les eaux pluviales pour ne pas augmenter les volumes, ne pas faire ruisseler les eaux pluviales, hein, donc pour éviter d'augmenter les vitesses d'écoulement. Et donc tout ça en ville, ça se traduit en aménageant ça se traduit notamment en aménageant et réaménageant sans imperméabiliser les sols, hein, comme l'évoquait tout à l'heure monsieur le député, et en donnant aussi plusieurs fonctions à un même espace. Donc tout ça dans un objectif d'avoir un minimum de rejet, si possible, donc un zéro rejet, et notamment pour les pluies les plus courantes, hein, les pluies qui reviennent le plus fréquemment, ça doit être possible de ne pas avoir de rejet. Et en utilisant notamment des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire donc des solutions plutôt végétalisées. Donc, alors en fait, ces grands principes, donc là, s'appliquent au milieu urbain, mais en milieu rural, les mêmes principes peuvent être également retenus pour limiter le ruissellement en milieu rural. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ralentir les écoulements et favoriser l'infiltration dans le sol. Donc pour cela, en créant des zones tampons, par exemple. Il faut éviter de concentrer les écoulements, donc éviter justement que les réseaux de drainage et les fossés envoient toute l'eau vers l'aval. Et il faut favoriser la rétention et puis l'évaporation de l'eau en couvrant les sols, en maintenant ou en remettant de la végétation comme des bosquets ou des haies. Voilà. On m'avait demandé de parler un petit peu du rural, donc j'ai fait cette petite parenthèse sur le rural. Donc je reviens maintenant sur les eaux urbaines. Donc voilà les grands principes à appliquer pour une meilleure gestion des eaux pluviales en ville. Donc toutes les pluies ne peuvent pas être gérées de la même façon. C'est pour cela que la notion de niveau de service en fait existe, c'est-à-dire
Donc, on va chercher à gérer les petites pluies, ce qu'on appelle voilà, les petites pluies, en évitant l'imperméabilisation ou en évitant la connexion justement de ces eaux pluviales ou en faisant de la déconnexion des eaux pluviales, comme en parlait monsieur le député dans son intervention, voilà, pour avoir lors des petites pluies, des pluies les plus courantes, un zéro rejet pour un maximum de pluie. Bon, à partir d'une pluie un peu plus importante, ça ne sera pas suffisant. Donc là, on va viser la maîtrise du ruissellement. Et donc, pour viser la maîtrise du ruissellement, on va essayer donc de réduire l'impact du ruissellement en faisant du stockage et de l'infiltration à un débit limité pour ralentir justement ralentir l'écoulement. Pour éviter que ça s'écoule tout de suite, on stocke et ensuite ça s'infiltre. Ça s'infiltre. Et ce qu'on ne peut pas infiltrer, on en fera un débit, on le rejettera, mais avec un débit du coup qui sera plus faible et avec un petit décalage dans le temps. Et ensuite, quand les pluies sont un peu plus importantes, donc là, l'objectif sera de maîtriser les inondations, c'est-à-dire que là, on va accepter que certains espaces publics, en fait, soient inondés pendant quelque temps. Donc, ça peut être, par exemple, des jardins publics, ça peut être des terrains de foot, enfin voilà, donc des espaces pour lesquels ce n'est pas gênant qu'ils soient inondés de temps en temps. Mais ça, bon, c'est déjà quand on atteint des pluies, des pluies importantes, mais pas des pluies exceptionnelles. Parce qu'après, quand on passe avec des pluies exceptionnelles, là, on est en gestion de crise. Donc, pour mettre en œuvre cette gestion durable des eaux pluviales, donc, il existe différentes possibilités. Donc voilà, donc, je parlais donc de la déconnexion des eaux pluviales, de la désimperméabilisation. Il faut faire de infiltration-rétention. Et donc, il y a différents dispositifs possibles. Donc, des solutions fondées sur la nature, donc ce que je disais tout à l'heure, donc c'est des solutions qui sont végétalisées. Donc là, vous avez quelques exemples, donc des noues, des arbres de pluie ou sur les toitures des bâtiments, voilà, les toitures végétalisées. Vous pouvez mettre en place donc des revêtements perméables, il en existe de tout type, ou alors des solutions de type enterré comme des chaussées à structure réservoir, des tranchées d'infiltration. Donc, je pense que dans l'exemple qui sera présenté par l'intervenant suivant, voilà, ce genre de techniques seront certainement utilisées. Et donc, pour favoriser la mise en œuvre de cette gestion durable des eaux pluviales, il y a différents outils. Alors, des outils administratifs, hein, il y a des outils techniques aussi qui permettent de faire du dimensionnement, mais là, on m'a demandé de ne pas parler d'outils techniques. Donc, les outils administratifs ont déjà été un petit peu évoqués tout à l'heure. Donc, au premier rang desquels, je citerai le schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Alors, c'est un document qui n'est non obligatoire, non réglementaire, mais qui peut être bien utile pour les collectivités. Alors, notamment, donc, il permet de faire un diagnostic du fonctionnement hydraulique du territoire, d'identifier quels sont les enjeux du territoire actuel et futur. Il y a un petit peu de prospective par rapport à la future urbanisation, afin de définir une stratégie de gestion des eaux pluviales et d'établir un plan hiérarchisé de travaux à moyen ou court terme. Alors, ce plan de travaux permettant à la collectivité de répondre au mieux à ce qu'on appelle les objectifs de gestion du temps de pluie pour son réseau d'assainissement. Donc voilà, on revient encore au lien entre eau pluviale et réseau d'assainissement. Parce qu'en fait, donc, les collectivités doivent répondre à certaines normes en termes de fonctionnement de leur réseau d'assainissement. Et quand il y a du temps de pluie, justement, les fameux déversements doivent être limités. Et donc, pour pouvoir répondre à cette obligation, il y a un certain nombre de travaux que la collectivité peut réaliser. Et donc, le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, c'est le document qui lui permet justement d'élaborer un plan de travaux pour pouvoir se mettre en conformité par rapport à cette gestion du temps de pluie pour son réseau d'assainissement.
Donc ça, c'est un document pour la collectivité, pour que la collectivité fasse des travaux d'amélioration de son système. Ensuite, il y a un autre document qui est le zonage pluvial. Donc le zonage pluvial, donc là, c'est un document qui va permettre à la collectivité, on va dire, de mettre de délimiter des zones dans lesquelles elle souhaite limiter l'imperméabilisation et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Donc ça, c'est un document qui va lui permettre en fait de fixer des règles pour les aménagements sur son territoire. Voilà. Donc en fait, c'est un vrai outil opérationnel de la politique pluviale. Alors c'est un document obligatoire qui a été rendu obligatoire par la loi sur l'eau de 1992, donc qui est encore loin d'être réalisé partout. En fait, actuellement, il n'y a pas de date butoir qui est indiquée pour la réalisation de ces zonages pluviales, mais il semble que ça soit dans les réflexions, et donc ça pourrait venir. Voilà, donc ce document est vraiment un document important pour que la collectivité s'engage dans une vraie politique vertueuse de gestion de ces eaux pluviales. Et donc, pour que les règles de ce document soient opposables et donc s'appliquent aux documents d'urbanisme, il est fortement recommandé d'intégrer les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc, les deux autres outils également à la disposition des collectivités pour mettre en place une gestion durable des eaux pluviales. Donc, c'est le SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui peut mettre des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et l'occupation des espaces utiles à l'écoulement des eaux. Qui peut mettre des préconisations, préconiser la réalisation d'un schéma directeur, par exemple. Alors là, je vous ai mis un exemple du SCOT dijonnais. Donc, il y a un exemple de mesures qui ont été, donc dans le bloc de gauche, un exemple de mesures qui ont été prises, c'est une orientation, c'est dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT. Donc, un exemple de mesures qui ont été prises donc, pour le milieu urbain. Et il y a également des recommandations qui ont été faites pour le milieu rural. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Et donc, le dernier outil très important, c'est le PLU, donc déjà évoqué. Donc, des éléments concernant la gestion durable des eaux pluviales peuvent être mis dans le projet d'aménagement et de développement durable, peuvent être mises dans une orientation d'aménagement et de programmation thématique ou sectorielle et évidemment dans le règlement. Donc, donc quelques règles intéressantes qui peuvent être inscrites dans les PLU, donc des coefficients d'imperméabilisation, des coefficients d'emprise au sol, des coefficients de pleine terre, des prescriptions sur le stationnement, demander à ce qu'il y ait du revêtement perméable, par exemple, qui soit utilisé pour les stationnements, des mesures, imposer des règles pour les clôtures, pour que les clôtures ne fassent pas obstacle à l'écoulement, par exemple. Enfin, voilà. Et vous pouvez donc effectivement... voilà. Alors, vous avez repris la main Oui, merci. J'ai Merci fini, beaucoup, j'arrive Madame à la fin Poirier. de la présentation. Voilà, je vous rassure. Donc, dans le diaporama, vous trouverez des références à des ressources existantes, différents documents. Donc, je ne les parcours pas. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le centre de ressources eau et ville du CEREMA, qui est un centre de ressources sur la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain. Et rappelez juste, donc, à propos du zonage pluvial, donc il y a un guide édité par le CEREMA, et le CEREMA propose également une formation sur le zonage pluvial à laquelle je vous invite à vous inscrire, mais pour l'instant, les dates ne sont pas encore fixées. Et voilà, j'ai mis quelques diapos sur le financement, donc juste pour vous rappeler que l'Agence de l'eau à Dour-Garonne propose des financements de l'ordre de 50 à 70% pour pour mettre en œuvre ce type de dispositif. Et notamment quand c'est des opérations vertueuses, ça va jusqu'à 70%.
Merci beaucoup, Madame Faye, pour cet exercice Je m'excuse d'avoir compliqué. débordé. Je vous en prie. Voilà, cet exercice compliqué. Enfin voilà, on voit la complexité que Monsieur le député avait abordée déjà, et on voit que voilà, pratiquement opérationnellement, voilà, ça pose des questions. Je voulais revenir rapidement sur un outil de gestion de l'eau que Monsieur le député a évoqué, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, je vais aller très rapidement. C'est que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur les territoires où il existe peut donner des prescriptions à la fois aux SCOT et aux plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Et par exemple, sur le Sage Vallée de la Garonne, donc on a des dispositions qui sont opposables directement au SCOT, donc avec des axes de travail qui sont connus, mais du coup, on va chercher la portée juridique du Sage. Et de manière, j'allais dire, très, très forte dans le règlement du SAGE. Donc, ça veut dire que c'est opposable à tout projet. Pour le SAGE Vallée de la Garonne, donc, par exemple, on impose que le débit de fuite après aménagement doit être inférieur au débit de fuite avant aménagement et bien sûr respecter les prescriptions de rejet de l'État. Sachant que cette règle elle s'applique en l'absence de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, donc outil qui a été évoqué aussi. Donc, ce qui veut dire que finalement, par ricochet, cette règle incite les collectivités à aller vers cet outil de schéma directeur des eaux pluviales. Donc, voilà, ça c'est un exemple, voilà, comment les politiques de bassin versant peuvent être aussi intégratrices de ces sujets dans, j'allais dire, dans la complexité, on l'a vu, des réglementations qui s'appliquent en matière d'urbanisme et d'aménagement. Monsieur Puot, sans transition, pour la présentation de l'exemple que vous avez suivi. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis architecte et je travaille sur le paysage et je suis aussi architecte conseil de l'État, enseignant et formateur auprès des élus et des techniciens. Puis ça fait 30 ans à peu près que je suis dans un processus de recherche au travers de projets, sur des zones d'activité, des lotissements, des espaces publics, pour trouver et définir des principes simples, rustiques et pas chers. Voilà. Et donc sur Saint-Clar, c'est une rencontre d'abord avec un site, mais aussi avec une équipe d'élus. Donc Topiac était le maire, et avec une équipe d'adjointes vraiment voulant bien faire. Et ils étaient aussi accompagnés, c'est à souligner, par l'ADDT et le CIE. Et moi-même, j'étais accompagné par VRD Concept, Philippe Barret, ingénieur VRD. Alors, je vous explique comment on arrive à gérer les eaux pluviales au travers d'un nouveau quartier. D'abord, faut avoir une vraie analyse à la fois de terrain, cartographique, qui prend en compte l'ensemble des critères du paysage. C'est-à-dire, on travaille d'abord comprendre le relief, le parcours de l'eau, le végétal, et ensuite tout ce qui est bâti et les formes urbaines environnantes. Une chose particulière aussi, c'est que ce quartier, je l'ai pris alors qu'il y avait déjà un projet réfléchi par un géomètre et les travaux avaient démarré, ce qui fait qu'il a fallu aussi intégrer des réseaux qui étaient déjà sur le terrain. C'était un terrain cultivé qui était un petit peu au sommet, je dirais, d'une colline, en extension urbaine, et un supermarché existait déjà aux abords directs de ce quartier, comme un vilain hangar. Donc un site à la fois intéressant, mais en même temps avec des contraintes et, je dirais, avec des choses, des gros bâtiments qu'il fallait intégrer, je dirais, dans la conception. Ça, c'est les premiers croquis que j'ai montrés à l'équipe des élus, et j'aurais proposé tout de suite de retenir l'eau pas à pas, tranquillement dans la pente, et d'orienter le quartier sur une place qui intégrerait sur son espace public un bassin, je dirais, d'infiltration, de rétention des eaux. Alors au début, c'était un peu surpris parce que c'est vrai que voilà, on n'est plus du tout dans le tout tuyau, et puis il faut se remettre dans le contexte. On était en 2011
Donc, bon, ça fait longtemps hein, qu'on parle de la gestion de l'eau pluviale, mais voilà, ce n'est pas le modèle habituel que l'on a dans les habitudes, je dirais, de voir. Donc, le quartier a été étudié pour l'eau pluviale, mais aussi pour enrichir la biodiversité. C'est aussi un projet où chaque maison a droit au soleil, voilà, dans une architecture bioclimatique, et où tout a été, je dirais, étudié pour... voilà. L'eau pluviale, donc, elle est retenue pas à pas, au fur et à mesure de la pente. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose mis au point important, mais c'est ce qui permet aussi d'éviter des catastrophes. Et Saint-Clair a connu des orages très exceptionnels qui ont mis, je dirais, qui ont créé de gros dégâts sur d'autres quartiers. Et ici, sur ce quartier-là, il n'y a pas eu de souci. Pour procéder aussi, quand on modifie le relief, si on veut faire des bassins, si on veut faire des noues, tout ça, ce sont aussi des terres à gérer. Et là, moi, j'essaie toujours d'employer toutes les terres sur le terrain. Et donc, toutes les terres de tranchées, toutes les terres des bassins ont été récupérées pour créer des merlons en périphérie qui apportent aussi à la fois une diminution de l'impact du bâtiment du supermarché, mais du hangar aussi qui est adjacent, et de créer finalement un secteur boisé qui est en périphérie du quartier, protégeant à la fois des cultures, du vent, et donc ça c'est important. C'est important aussi de sauver les sols vivants quand on fait des mouvements de terre. Et là, vous voyez, pendant le chantier, comment on a disposé à la fois les terres je dirais de sous-sol, pas très intéressantes, et puis les bonnes terres voilà, en andin qui ont été replacées après, je dirais, pour tartiner, entre guillemets, les micro-reliefs que l'on a créés dans le quartier. Et puis, pendant le chantier, ben, c'est assez lunaire hein, parce qu'on a des tranchées partout, mais aussi, alors, je suis désolé, j'aimerais que ça se mette en place. Bon, j'ai une diapo qui est mieux, mais il est important donc aussi de préserver des fosses végétales pour que ensuite, bien, vous voyez là, quelques années plus tard, ce végétal pousse confortablement, je dirais. Et là aussi, c'est une gestion de l'eau pluviale et aussi c'est un gros apport de biodiversité. Puis c'est aussi un cadre de vie que l'on crée pour les nouveaux habitants. Alors on revient à la gestion pas à pas des eaux pluviales. Donc là, vous avez une vue sur la place centrale. Et là, en fait, sur cette place, vous voyez des grands bancs qui ont été construits en bois, mais qui sont en même temps des ouvrages de régulation des eaux, sont des barrages. Et donc, on a 3 premiers bassins successifs avec, vous voyez, des petits ouvrages de régulation, comme sur cette bille de chêne au milieu de ces grands bancs. Ce sont des espaces aussi plantés. On essaye d'avoir une gestion différenciée des espaces verts. Ça aussi, c'est un apprentissage avec des services techniques de la mairie. Et puis, c'est les espaces successifs de rétention et d'infiltration. C'est aussi des aires de jeu. Puis là, vous allez vers voilà, le cheminement de l'eau. Hein, et donc, c'est aussi le chemin des piétons qui traversent ce quartier. C'est un quartier très ouvert pour le piéton, même s'il est en impasse pour les voitures. Et à la parcelle, on avait réglementé déjà pour avoir une rétention à la parcelle, même si on avait quand même un débit de fuite, parce qu'il fallait répondre, je dirais, à la réglementation et à la police de l'eau, mais en proposant voilà, des choses très simples dans la parcelle, sur le stationnement aussi, pour éviter tout ce qui est goudron pour le stationnement, et plutôt travailler avec du gazon gravier et d'éviter tous les matériaux gérés plastique, béton, alvéolaires qui sont quand même aussi du plastique qu'on apporte dans la nature. Voilà, voilà quelques éléments pédagogiques, je dirais. Voilà. Et puis, c'est aussi les haies hein, avec une plantation sage, je dirais, à la parcelle. C'est aussi ces plantations, c'est une infiltration des eaux, c'est aussi une protection, je dirais, des vis-à-vis, mais c'est aussi un apport de biodiversité. Et puis, vous voyez là, comment ça pousse, je dirais, tranquillement, mais sérieusement.
Et donc, ce quartier, c'est un petit cocon, je dirais, très abrité, et où les supermarchés ou le hangar ont complètement disparu. On a aussi planté une centaine d'arbres fruitiers. Il y a tous les arbres, sauf un, ce sont des arbres fruitiers. Donc ça aussi, on est dans des plantations mises en commun, où on peut cueillir des fruits. Alors ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans les mentalités. Là, vous avez une vue aussi sur l'aire de stationnement, donc, qui était en gazon-gravier. Alors, vous voyez, avec les périodes de sécheresse, ça souffre, mais ceci dit, les gens peuvent se garer, on rapporte un peu de sable et de cailloux s'il faut, et puis finalement, ça fonctionne assez bien. Et puis là, voilà, derrière l'opération de logements sociaux, vous voyez que voilà, la végétation prend et il n'y a aucun souci. Et là, je finis sur une vue sur voilà, ce chemin des eaux. Voilà. S'il y a du temps, on peut répondre à des questions si nécessaire. Oui, il nous reste quelques minutes s'il y a des questions. Alors, une question dans le chat. En termes juridiques, n'est-il pas fondamental de considérer avant toute chose les articles 640 et 641 du Code civil qui concernent la gestion à la source qui existe depuis 1804? Je ne sais pas si vous avez accès au texte de la question. Sinon, je Oui, la lis en entier. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, un des intervenants, apporter un élément d'éclairage. oui, tout à fait. Effectivement, si on s'en réfère à ces articles La du Code caméra qui est morte. civil, en fait, ces articles du Code civil disent qu'on ne doit pas, on va dire que les terrains situés en aval doivent accepter les écoulements qui viennent de l'amont, et celui qui est à l'amont ne doit pas faire en sorte d'aggraver justement, c'est-à-dire celui de l'amont ne doit pas faire en sorte d'aggraver l'écoulement à l'aval, et inversement, celui qui est à l'aval ne doit pas faire des choses pour empêcher que l'écoulement vienne chez lui. Donc, si on se réfère effectivement, au principe de base des articles 640 et 641 du Code civil, en fait, euh, ça, 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 ça implique déjà qu'il faut gérer l'eau sur sa parcelle, en fait. Qu'il faudrait gérer l'eau de pluie sur sa parcelle, effectivement. Merci beaucoup pour cette précision. Je crois que M. Pionnet a eu un souci de déconnexion, puisqu'il y avait une question à son attention. Et oui, il y avait deux questions qui le concernaient. Moi, je les lis et puis on apportera la réponse en suivant. Avez-vous pu faire une comparaison entre le coût de cette gestion alternative euh, par rapport au coût du tout tuyau? Et après, avez-vous mesuré les effets du projet sur les écoulements avant-après? Savez-vous quel est le volume infiltré par année? Je vous propose qu'on lui transmette les questions. Ce sera mis dans la foire aux questions. Peut-être juste dire un mot Oui, là-dessus, si vous voulez, puisque j'étais maire. Sur le coup, l'avantage, c'est qu'on a dans l'aménagement, on a des zones qui ne sont pas dédiées au sujet de l'eau pluviale. C'est-à-dire que la centrale, c'est un espace paysager avec des arbres fruitiers, avec un petit bassin. C'est à la fois un espace de rétention, un espace de jeu, et c'est un espace paysager. Donc, en fait, la superposition de plusieurs fonctions sur le même espace fait qu'on fait des économies en termes d'aménagement. Et le fait de ne pas enfouir des réseaux, ça fait des économies. Donc, on pourrait M. Puyol a sûrement les chiffres, on peut vous donner les chiffres, mais c'est indéniable qu'on a fait des économies sur l'aménagement. Sur l'efficacité derrière, et les clientes. On a eu en 2018 deux gros épisodes orageux sur le Gers qui ont dévasté notamment notre base de loisirs à deux reprises. Dans le village, on a un réseau pluvial bâti en pierre qui est un très vieux réseau. Il n'a pas du tout absorbé. On a eu des inondations dans tout le village. Voilà. Et le seul endroit où on n'a pas été inondé, c'est l'écoquartier. Mais par contre, effectivement, quelques jours après, il y avait toujours de l'eau qui s'écoulait parce qu'il y a une rétention
de proche en proche de la parcelle sur les aménagements collectifs de l'écoquartier et on ne rejette vraiment que le surplus dans le réseau. Donc, nous, enfin, moi j'en parle beaucoup parce qu'on est convaincu qu'en termes de coût et d'efficacité, on est sur quelque chose qui est intéressant. Merci beaucoup, merci à tous de votre participation, merci beaucoup aux intervenants, Monsieur le député Mme Failly, Monsieur Puyot, pour la concision de vos interventions. Je sais que l'exercice est toujours délicat. Pour les participants, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous rediriger ou vous donner les différentes ressources. Vous avez aussi le contact des intervenants. Et écoutez, je vous remercie. Monsieur le député, je ne sais pas si vous voulez dire un mot pour clôturer cet échange. Oui, juste, j'ai lu les quelques questions, je partage plusieurs points de vue qui ont été évoqués. La législation est un peu compliquée parce qu'on n'a pas toute la réglementation qui concerne le pluvial est dispersée. Il est très compliqué, vous l'avez très bien démontré, hein, Madame, tout à l'heure, avec votre intervention dans le cadre du CEREMA. Voilà, c'est très compliqué pour le pluvial. Donc, c'est très compliqué du point de vue de la réglementation, il faut toucher un peu partout. Donc, il y aura sûrement un travail législatif pour harmoniser et simplifier. Ça, on est complètement d'accord. Et le deuxième point, c'est que c'est très compliqué aussi en termes de financement. Vous l'avez évoqué aussi, puisqu'on n'a pas de budget dédié et qu'on est dans le budget général des collectivités et qu'on n'a pas de ressources propres sur ce type sur la gestion des eaux pluviales. Et voilà, je pense que c'est les deux problèmes que nous avons. Et il y aura sûrement des choses à faire pour que sur la gestion des eaux pluviales on puisse aller vers une simplification législative, mais qu'on puisse aussi donner des ressources aux collectivités. Moi, je sais que sur ma communauté commune, elle n'a jamais osé s'emparer du sujet et elle le laisse aux communes parce qu'on voit bien que c'est des montants énormes potentiellement à mettre sur la table euh, pour, euh, pour traiter le sujet. Sachant qu'on a déjà des gros problèmes pour traiter les canalisations, les réseaux sur l'eau potable avec des sujets de CVM notamment, où il y a de nombreuses canalisations à changer. Donc voilà. Le sujet du budget restera un élément très dimensionnel sur la gestion des eaux pluviales. Merci, monsieur le député. Merci à tous. Prochain rendez-vous vendredi 11 avril, 9h30, sur le sujet de la biodiversité et des zones humides. J'en profite aussi pour donner l'information qui a été mise dans le chat 19 mars sur la matinale sur les aménagements publics au département de la Gironde. Vous avez le lien dans le chat. Merci à tous. À bientôt.